Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des organes les plus incroyables et finalement assez méconnus du corps humain, la glande surrénale. Alors préparez-vous, on part pour un petit voyage au cœur de notre biologie. Allez, pour commencer, une question qui peut paraître un peu étrange. Imaginons qu'un de nos organes soit en fait une sorte de fusion, une alliance secrète entre deux entités complètement différentes. Eh bien, c'est exactement le cas de la glande surrénale. Et c'est ça qui la rend si particulière. D'abord, où est-ce qu'on les trouve? En fait, leur nom est un excellent indice. Surrénales. Elles sont tout simplement posées au-dessus de chaque rein, un peu comme un petit chapeau. Elles sont minuscules, on parle de 4 à 6 grammes chacune, mais il ne faut surtout pas se laisser avoir par leur taille. Ce sont de véritables poids lourds fonctionnels. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La surrénale, c'est un organe qu'on dit composite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a une double origine pendant le développement de l'embryon. En clair, c'est l'histoire de deux glandes avec des fonctions et des structures bien distinctes qui ont décidé de fusionner pour n'en former qu'une. Regardons ça d'un peu plus près. D'un côté, il y a la couche externe, le cortex. Elle se forme à partir d'un tissu qu'on appelle le mésoderme. Pour simplifier, c'est le même matériau de construction qui donne nos os, nos muscles. Et de l'autre côté, on a le noyau central, la médulla. Et là, attention, rien à voir. Elle vient des cellules de la crête neurale, qui sont, en gros, à l'origine de tout notre système nerveux. On a donc deux chemins de développement qui n'ont, à la base, aucun rapport, mais qui finissent par se rejoindre. C'est fascinant. Bon, c'est parti pour notre exploration à microscope. À ce faible grossissement, on voit très bien ces deux territoires. La partie en périphérie, plus claire, c'est le cortex. Ça représente la grande majorité de la glande, entre 80 et 90%. Et au centre, cette zone un peu plus foncée, c'est la médulla. Maintenant, on augmente le grossissement. Et là, on se rend compte que le cortex n'est pas du tout un bloc uniforme. On commence à deviner qu'il est lui-même organisé en plusieurs couches, en plusieurs strates. Et bien sûr, chaque strate aura une architecture et une fonction bien à elle. Et nous voilà au niveau cellulaire. Il faut bien regarder l'aspect de ces cellules. On les appelle des spongiocytes. Littéralement, ça veut dire cellules éponges. Pourquoi? Parce qu'elles sont bourrées de petites gouttes de lipides. Du coup, après coloration, ça leur donne cet aspect un peu vide, un peu spongieux. Et ces lipides, ce n'est pas un hasard. C'est la matière première pour fabriquer les hormones. Allez, on explore maintenant la toute première couche du cortex. Il y a un moyen mnémotechnique assez connu en médecine pour s'en souvenir, salt, sugar, sex. Le sel, le sucre et les hormones sexuelles. On va suivre cet ordre. On commence donc par salt, le sel. Alors, cette zone, dite glomérulée, se trouve juste sous la petite capsule qui entoure la glande. C'est une couche assez fine, oui, mais sa fonction, elle, est absolument vitale pour l'équilibre de tout notre organisme. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? D'abord, ces cellules sont organisées en petits paquets ronds. Ensuite, elles produisent une hormone clé, l'aldostérone. C'est elle qui gère l'équilibre du sel et du potassium dans le sang, et par conséquent, notre pression artérielle. Ce qui est super intéressant, c'est que son chef, ce n'est pas directement le cerveau. En fait, elle obéit aux signaux qui viennent des reins, via un système complexe qu'on appelle rénine-angiotensine. En gros, les reins goûtent la pression du sang. Et si elle est trop basse, ils disent à cette zone « hop, retiens un peu plus de sel ». Et cette image illustre parfaitement cette fameuse structure en glomérules, en petits amas. On voit très bien ces nids de cellules, c'est une organisation parfaite pour leur mission de gestion des minéraux. On descend d'un cran. On passe à la deuxième couche du cortex et au deuxième mot de notre pense-bête, sugar, le sucre. Et là, on arrive dans la zone la plus volumineuse du cortex. Sur le schéma, c'est flagrant. La zone fasciculée domine vraiment le paysage. Elle représente près des 3/4 du cortex à elle toute seule. C'est un peu la grande usine de production principale. Et là, l'architecture change complètement. Fini les petits amas, maintenant les cellules sont alignées en longues colonnes bien parallèles. C'est ici qu'on fabrique le cortisol. On le connaît surtout comme l'hormone du stress, mais son rôle est bien plus large. Il gère nos réserves de sucre, régule l'inflammation, et cette fois, le grand patron, c'est bien le cerveau. Une petite glande à la base du crâne, l'hypophyse, envoie un ordre, une hormone appelée ACTH, qui va littéralement allumer ou éteindre la production de cortisol. L'image au microscope est superbe. On distingue parfaitement ces longues colonnes de cellules, ces fameux spongiocytes. Et entre eux, de tout petits vaisseaux sanguins sont là pour collecter le cortisol et l'envoyer partout dans le corps. C'est une organisation d'une efficacité redoutable. Et nous voilà arrivés à la dernière couche du cortex, et donc au dernier mot de notre trio, sexe pour les hormones sexuelles. Cette zone, c'est un peu la zone frontière. Elle fait la jonction entre le monde du cortex et le monde de la médulla. Elle est un peu plus fine et encore une fois, son architecture est différente. Ici, les cellules ne sont ni en amas, ni en colonne droite. Elles forment un réseau un peu comme une toile d'araignée, d'où le nom réticulé.
Elle produit surtout des androgènes comme la DEHA. Il faut voir ça comme une sorte de précurseur, une matière première qui pourra être transformée ailleurs dans le corps en hormones sexuelles plus puissantes, comme la testostérone. Et tout comme sa voisine du dessus, elle obéit au même signal venu du cerveau, l'ACTH. Et maintenant, changement radical de décor. On quitte le cortex et on plonge au cœur de la glande, dans la médulla. On change d'origine embryologique et donc on change complètement de fonction. Rappelons-nous, la médulla vient des crêtes neurones. Ces cellules, qu'on appelle les cellules chromaffines, sont en réalité des neurones modifiés. C'est un peu comme si un groupe de neurones du système nerveux sympathique avait décidé de s'installer là et de se transformer en glande. Sa mission, la réponse immédiate, explosive au stress, le fameux réflexe de combat ou de fuite. Et pour accomplir cette mission, elle décharge dans le sang deux molécules que tout le monde connaît, l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont elles qui font battre le cœur plus vite, qui dilatent les pupilles, qui préparent les muscles à l'action, et tout ça en une fraction de seconde. C'est la preuve ultime de notre histoire de deux organes en un. Évidemment, une usine aussi performante a besoin d'une logistique impeccable. Et c'est le cas. La glande surrénale est l'un des organes les mieux irrigués du corps par rapport à sa taille. Un flux sanguin énorme apporte les matières premières et surtout emporte à toute vitesse les hormones produites vers le reste du corps. Ce schéma final résume parfaitement notre voyage. On y revoit tout, le cortex avec ses 3 zones, chacune avec ses hormones et ses propres systèmes de contrôle, et la médulla, qui répond, elle, à des signaux nerveux directs. C'est une symphonie hormonale d'une précision absolument incroyable qui travaille sans cesse pour nous maintenir en équilibre. Et on va finir sur une question pour réfléchir un peu. Nos surrénales ont évolué pour gérer des stress physiques, immédiats, intenses. Aujourd'hui, on les sollicite en permanence avec un stress plus psychologique, plus chronique, les deadlines, les notifications. Comprendre comment elles fonctionnent, c'est aussi un premier pas pour comprendre l'impact de notre mode de vie moderne sur notre biologie la plus profonde.